l'Iran vient de dévoiler une arme qui change fondamentalement l'équation stratégique du conflit et expose les limites critiques du système de défense israélien tant vanté. Le missile Khorramshahr, baptisé d'après la ville symbole de la résistance pendant la guerre Iran-Irak, s'est abattu sur Tel Aviv avec une puissance et une sophistication technologique qui ont pris de court aussi bien l'armée israélienne que les forces américaines déployées dans la région. Ce n'est pas un simple missile balistique de plus dans l'arsenal déjà impressionnant de la République islamique. C'est une arme de nouvelle génération qui transforme radicalement les règles de l'engagement militaire, qui rend obsolètes les défenses antimissiles les plus coûteuses au monde et qui démontre avec une clarté aveuglante que l'Iran s'est méthodiquement préparé pendant des années pour exactement ce type de confrontation totale. Pendant que les médias occidentaux diffusaient leur propagande rassurante sur la supériorité technologique écrasante d'Israël et des États-Unis, l'Iran développait silencieusement dans ses installations secrètes une capacité de frappe qui vient maintenant de bouleverser tous les calculs stratégiques de Tel Aviv et de Washington. Les bombardements continuent effectivement sur Téhéran. L'armée israélienne mène depuis le matin même des frappes à grande échelle visant l'infrastructure du régime iranien, selon la rhétorique officielle. Mais de leur côté, les gardiens de la révolution ont annoncé fièrement avoir tiré en direction de Tel Aviv leur missile dernier cri, leur arme la plus puissante, et les images qui circulent maintenant à travers le monde montrent exactement pourquoi ce missile représente un tournant absolument décisif dans ce conflit qui s'enlise déjà bien au-delà de ce que Trump et Netanyahou avaient imaginé dans leurs rêves les plus optimistes de guerre éclair victorieuse. Je suis Morin Macmour, analyste géopolitique et de la finance, et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Soutenez cette vidéo avec un like, abonnez-vous massivement avant qu'on entre dans le vif même du sujet. L'amiral Alain Duquesne, ancien chef d'état-major de la marine française qui a été engagé dans des opérations contre l'Iran dans le golfe Persique et qui connaît donc parfaitement la région et les capacités iraniennes, a confirmé en direct que ce missile peut effectivement inquiéter sérieusement les forces américaines et israéliennes parce qu'il est beaucoup plus difficile à détecter à son départ. Le missile est caché dans des installations mobiles souterraines, il est sorti rapidement au moment du tir, le plein de carburant a déjà été fait à l'avance, contrairement aux autres missiles qui nécessitent un temps de préparation plus long, et il est tiré immédiatement dès qu'il émerge. Le préavis pour les défenses adverses est donc beaucoup plus faible, ce qui complique drastiquement la première couche de défense qui consiste normalement à frapper le missile au moment de son lancement. Ensuite, quand ce missile Khorramshahr arrive sur sa cible finale, il déploie des têtes à fragmentation qui se séparent en multiples objets incandescents qui entrent tous simultanément vers l'objectif visé. Les images diffusées en direct sur les chaînes françaises montrent des dizaines de petites lumières brillantes descendant simultanément sur Tel Aviv comme une pluie de feu, et chacune de ces petites lumières représente en réalité une mini-charge explosive incandescente qui menace de tomber littéralement partout sur une zone très étendue. Par définition technique, quand vous avez un système comme le dôme de fer qui est spécifiquement conçu et optimisé pour arrêter un missile en particulier avec une trajectoire balistique prévisible, vous ne pouvez absolument pas arrêter efficacement cette multitude de mini-charges explosives qui se dispersent dans toutes les directions. Cela représente une difficulté opérationnelle majeure sur le plan militaire et effectivement un grand danger immédiat pour les populations civiles qui y sont soumises sans protection adéquate. La défense aérienne israélienne se fait normalement en 4 couches successives sur ce théâtre d'opération selon l'expertise militaire française. Il faut d'abord détecter le missile au moment même de son départ depuis le territoire iranien, essayer de le frapper immédiatement au départ avec des frappes préventives ou des missiles air-sol, ensuite pendant la phase ascendante où le missile monte vers l'espace, puis dans la phase transitoire de mi-parcours, et finalement il y a le dôme de fer qui constitue vraiment la dernière ligne de défense, le dernier recours désespéré quand toutes les autres couches ont échoué à intercepter la menace. Le problème fondamental avec le Khorramshahr est qu'il contourne ou complique sévèrement chacune de ces 4 couches défensives. La détection au départ est compliquée par le temps de préparation quasi inexistant. L'interception en phase ascendante est rendue difficile par la vitesse extraordinaire du missile. L'interception en phase transitoire est compliquée par la trajectoire, et finalement le dôme de fer, censé être la solution miracle finale, se retrouve complètement dépassé par la fragmentation en multiples têtes qui sature littéralement sa capacité de traitement et d'interception.
C'est précisément pour cette raison que l'Iran a développé et investi massivement dans ce type d'armement sophistiqué. Ce n'est pas pour faire de la parade militaire impressionnante, c'est pour contourner méthodiquement et scientifiquement les systèmes de défense les plus avancés que les États-Unis et Israël peuvent déployer. Le correspondant de France 24 et RFI à Téhéran, Siavosh Ghazi, a fourni des détails techniques absolument cruciaux sur ce missile qui mérite d'être examiné attentivement. Avant même de parler du missile, il a précisé que l'épaisse couche de nuages noirs qu'on voyait derrière lui dans le ciel de Téhéran n'était pas due à la circulation automobile normale, mais aux frappes israéliennes du matin même dans le centre de la capitale iranienne. À 5h30 du matin, Téhéran a été bombardé et à 11h30 au moment de l'interview en direct, la fumée ne s'était toujours pas dégagée, témoignant de l'intensité des explosions. Mais malgré ces bombardements dévastateurs sur leur capitale, les Iraniens continuent méthodiquement leurs opérations de riposte avec une détermination qui impressionne même leurs adversaires. Pour revenir aux missiles Khorramshahr 4 et à d'autres missiles similaires comme le Fatah 2, ce sont des missiles à combustible solide, selon Ghazi, ce qui signifie concrètement qu'il n'y a absolument pas besoin de les préparer longuement avant le tir. Ils peuvent être lancés immédiatement dès que l'ordre est donné. C'est une différence technique fondamentale avec les missiles à combustible liquide qui nécessitent toute une procédure complexe d'injection du carburant liquide dans le réservoir du missile, une opération qui prend du temps précieux et qui peut être détectée par les satellites de surveillance adverses. Le combustible solide est déjà présent dans le missile de manière permanente et donc le missile peut être entreposé dans un entrepôt souterrain pendant 3 années complètes et être tiré à n'importe quel moment sans aucune préparation supplémentaire nécessaire. La question cruciale devient alors, combien exactement l'Iran possède-t-il de ces missiles Khorramshahr? C'est toute la question stratégique qui obsède maintenant les analystes militaires israéliens et américains. Ce missile a été révélé pour la première fois au public il y a 2 ou 3 ans lors d'une démonstration militaire officielle, et à l'époque, le général Haji Zadeh, qui dirigeait la force aérospatiale des gardiens de la Révolution, expliquait en détail à la télévision d'État iranienne les capacités dévastatrices de cette nouvelle arme. Ce même général Haji Zadeh a été tué en juin 2025 lors des premières frappes israéliennes massives contre l'Iran, devenant ainsi un martyr de la résistance, mais ses explications techniques sur le Khorramshahr restent parfaitement valides et terriblement inquiétantes pour Israël. Il expliquait que si l'Iran lançait simultanément 100 missiles Khorramshahr 4, ce seraient 8000 projectiles différents qui s'abattraient sur la cible visée. 8000 charges explosives distinctes tombant simultanément sur une zone urbaine comme Tel Aviv. Imaginez la dévastation absolue que cela représente. Imaginez l'impossibilité totale, pour n'importe quel système de défense antimissile, aussi sophistiqué et coûteux soit-il, d'intercepter efficacement 8000 projectiles arrivant en même temps de directions légèrement différentes. C'est mathématiquement et physiquement impossible avec la technologie actuelle. Je vous exhorte à vous abonner pour toujours recevoir mes prochaines vidéos et aussi pour soutenir la chaîne. Merci de l'avoir fait. On continue. Cela veut dire, selon Ghazi, que l'Iran s'est méthodiquement préparé à l'avance pour une guerre destructrice de longue durée, qu'il a anticipé cette confrontation depuis des années contrairement à ce que la propagande occidentale voudrait faire croire, et qu'il a probablement produit de très nombreux missiles de ce type en prévision exactement de ce scénario de guerre totale. Il y a quelques jours à peine, un autre responsable des gardiens de la Révolution expliquait publiquement qu'en même temps que l'Iran tire ses missiles sophistiqués contre ses adversaires, il en produit davantage encore dans ses usines souterraines pour les remplacer immédiatement. Ce sont des missiles qui ne coûtent pas très cher à produire selon les standards de l'armement moderne et donc avec relativement peu de moyens financiers comparés aux budgets militaires occidentaux astronomiques, l'Iran peut infliger énormément de dégâts stratégiques à ses ennemis. C'est l'essence même de la stratégie asymétrique que l'Iran a perfectionnée pendant des décennies. Les images diffusées en direct depuis Tel Aviv montraient précisément ces petites taches lumineuses, ces projectiles incandescents dont parlait Ghazi, illuminant le ciel nocturne de la ville dans un spectacle à la fois terrifiant et hypnotique. Quand une centaine de missiles Khorramshahr sont tirés simultanément, cela représente 8000 charges explosives arrivant en même temps. Pour les défenses anti-aériennes classiques israéliennes, même les plus avancées technologiquement, c'est absolument impossible à contrer efficacement. On ne peut pas tirer 8000 missiles intercepteurs pour stopper 8000 projectiles. Les mathématiques simples de la guerre asymétrique jouent massivement en faveur de l'Iran dans cette équation. Un missile iranien relativement peu coûteux force Israël à dépenser des dizaines de missiles intercepteurs extrêmement coûteux
et même alors, certains projectiles iraniens passent inévitablement à travers le filet défensif. Ghazi mentionnait également que Téhéran avait été intensément bombardé ce matin-là avec de nombreuses attaques dans le quartier du centre de la capitale, créant ces épais nuages de fumée noire visibles des kilomètres à la ronde. Normalement, comme beaucoup de Téhéranais ont quitté la capitale par précaution, il n'y a plus beaucoup de circulation automobile et le ciel reste généralement bleu et dégagé les autres jours. Donc ces nuages épais étaient clairement dus aux frappes israéliennes d'il y a 6 heures, témoignant de la violence des bombardements, mais aussi de la résilience extraordinaire d'une population qui continue de fonctionner malgré la guerre qui se déroule littéralement au-dessus de leur tête. Alexis Vallas, enseignant en géopolitique à l'ESSEC et spécialiste reconnu du Moyen-Orient, a confirmé que l'Iran s'est effectivement préparé méthodiquement pour cette guerre de longue durée. Au début du conflit, l'Iran a délibérément lancé des drones relativement peu coûteux, et ce n'était absolument pas par manque de capacités plus sophistiquées, comme certains analystes occidentaux l'ont naïvement suggéré. C'était une stratégie délibérée et calculée pour épuiser progressivement le stock des armements, notamment américains, stockés dans les bases militaires du Golfe Persique. Une fois ces stocks significativement épuisés par des semaines de tirs défensifs contre des vagues de drones bon marché, l'Iran commence alors à lancer ses missiles beaucoup plus sophistiqués et destructeurs qui sont en train d'être expérimentés opérationnellement pour la première fois dans des conditions réelles de combat. C'est définitivement une surprise stratégique majeure pour Israël et les États-Unis qui n'avaient pas anticipé ce niveau de sophistication et de planification méthodique de la part de l'Iran. Le missile Khorramshahr est sans aucun doute le plus puissant de l'arsenal iranien actuellement déployé selon les experts. Il mesure 13 mètres de longueur et atteint une vitesse avoisinant les 10 000 km par heure, ce qui est proprement stupéfiant. À cette vitesse extraordinaire, il peut atteindre Israël en seulement 12 minutes après son lancement depuis le territoire iranien, ce qui complique dramatiquement le travail de la défense israélienne qui dispose d'une fenêtre de réaction extrêmement courte. Ce missile a officiellement une portée déclarée de 2000 km, mais certains experts militaires indépendants évoquent jusqu'à 3000 km en fonction de la charge utile et de la configuration de l'ogive. Pour donner une idée concrète de ce que cette portée représente géopolitiquement, depuis son territoire national sans avoir besoin de le déplacer ailleurs, l'Iran peut atteindre directement certaines capitales européennes avec ce missile, notamment Rome et Athènes. C'est une capacité de projection de puissance absolument remarquable pour un pays qui a subi 40 ans de sanctions économiques occidentales dévastatrices censées paralyser son développement technologique et militaire. Certains points techniques restent délibérément inconnus et gardés secrets par l'Iran, comme il est normal pour tout armement stratégique. Il est difficile d'estimer précisément le coût de production unitaire de chaque missile, bien que certains experts occidentaux estiment entre 5 et 8 millions de dollars par pièce, ce qui reste relativement modeste comparé aux systèmes d'armes occidentaux équivalents. Il est également impossible de savoir précisément le nombre exact de missiles Khorramshahr que l'Iran possède dans son arsenal, ce qui est précisément l'objectif stratégique de l'ambiguïté délibérée. Si vos adversaires ne savent pas combien vous en avez, ils ne peuvent pas calculer avec précision combien de temps vous pouvez maintenir une campagne de tir soutenue. L'annonce de ce nouveau missile est venue d'un compte sur le réseau social X, et pas n'importe quel compte, le compte officiel de l'ayatollah Khamenei qui a été supprimé le week-end dernier après son martyre sous les bombes américano-israéliennes. Mais visiblement, son community manager est toujours vivant et continue à poster des informations officielles, ce qui montre que même l'élimination du guide suprême n'a pas perturbé la continuité opérationnelle du commandement iranien, contrairement à ce que Washington et Tel Aviv espéraient naïvement. Jean-Yves Le Drian, ancien ministre français de la Défense, donc quelqu'un qui comprend intimement les réalités militaires, a donné une interview remarquablement lucide ce matin où il prévoyait que les combats n'étaient absolument pas arrivés au sommet de leur intensité et qu'ils continueraient probablement pendant plusieurs semaines encore au minimum. Il prévoit, lui, un conflit très long avec un Iran extrêmement résilient face à l'agression, des États-Unis sans objectif clairement défini qui errent stratégiquement, et Israël sans véritable stratégie cohérente, mais seulement des tactiques au jour le jour qui vont mener très loin dans l'escalade sans issue claire. Un membre du gouvernement français proche des milieux de la défense a confié textuellement en début de semaine que l'Iran en a sous le pied, suggérant que la République islamique dispose encore de capacités militaires substantielles qu'elle n'a même pas encore déployées. Si on écoute attentivement Jean-Yves Le Drian et ce responsable gouvernemental, on comprend que pour tous ceux qui pensaient naïvement à une guerre assez brève se terminant par une capitulation iranienne rapide, il va falloir complètement renoncer à ce scénario fantaisiste.
C'est exactement ce que titre également le magazine The Economist cette semaine dans son analyse de couverture A War Without a Strategy, une guerre sans stratégie cohérente. On voit effectivement ces tirs partant de Téhéran en direction d'Israël avec ce missile hyper puissant et inversement, on voit Israël pilonnant également la capitale iranienne. Dans les deux directions, on observe une double intensification des frappes ces dernières heures, mais ce n'est pas un sprint rapide vers une conclusion, c'est un marathon d'attrition dont personne ne connaît la fin. Il y a un mystère total persistant sur le nombre exact de missiles de ce type sophistiqué que possède réellement l'Iran dans ses arsenaux souterrains. Est-ce qu'ils en ont seulement quelques-uns encore au stade expérimental et proto-opérationnel, donc c'est presque une sorte de baroud d'honneur ou une démonstration psychologique pour effrayer l'adversaire, ou bien ont-ils réussi à mettre en production industrielle intensive non seulement des drones par milliers, mais aussi des missiles de ce type par centaines, et ils vont les envoyer progressivement au fur et à mesure que les défenses antiaériennes des pays voisins seront affaiblies par la raréfaction progressive de leurs moyens d'interception épuisés. C'est la question stratégique centrale. Est-ce que les Américains ont correctement préparé l'intendance logistique nécessaire pour une guerre longue? L'intendance doit impérativement suivre le rythme opérationnel. Encore faut-il qu'elle ait été soigneusement préparée en amont avec des stocks suffisants prépositionnés. Si les Américains doivent de maintenant commencer à faire la manche diplomatique auprès de leurs alliés pour récupérer des missiles qu'ils leur avaient précédemment fournis, cela commencerait à être un signe très inquiétant de pénurie. Personne ne sait avec certitude. Des deux côtés, il y a inévitablement un peu de discours de gonflette propagandiste. Les Iraniens affirment « Nous allons gagner dans la distance, nous avons les stocks pour tenir ». Et les Américains répondent ça ne fait que commencer. Nous avons largement assez de stocks. Il y a là une réponse clé à obtenir absolument. Les pays qui sont visés par dommages collatéraux, si on ose dire, les Émirats arabes unis, le Qatar et ainsi de suite, eux n'avaient absolument pas prévu d'avoir à affronter comme cela des pluies incessantes de drones pendant des semaines et des semaines. Donc eux vont manquer assez rapidement sans aucun doute de défenses solaires qui par ailleurs sont extrêmement onéreuses pour abattre des drones qui eux sont relativement peu coûteux à produire. Il y a là un véritable déséquilibre économique fondamental. Depuis le déclenchement initial de cette guerre, Téhéran affirme avoir envoyé plus de 700 missiles et 1 millier de drones en direction des pays du Golfe et d'Israël, des chiffres qui témoignent d'une capacité de production et de stock absolument impressionnant. À Tel Aviv, la journaliste Betsabé Salem a vécu en direct à l'antenne l'arrivée d'une nouvelle salve de missiles iraniens, offrant aux téléspectateurs français une illustration saisissante de ce que vivent quotidiennement maintenant les Israéliens. Il y avait d'abord une préalerte reçue sur tous les smartphones en Israël quand le système de surveillance repère un missile ou plusieurs missiles tirés depuis l'Iran. En l'espace de 2 minutes à peine, le café bondé où elle se trouvait s'est complètement vidé. Les familles qui étaient tranquillement assises ont immédiatement commencé à se diriger vers les abris souterrains. 4 ou 5 minutes après la préalerte, les sirènes ont commencé à retentir dans les rues de Tel Aviv et apparemment dans plusieurs autres régions simultanément. Ce missile à ogive à sous-munitions multiples, potentiellement le Khorramshahr, est extrêmement dangereux à la fois pour les civils et pour les habitations parce que même s'il est intercepté en altitude, il va déployer toutes ces petites bombes fragmentées dans le ciel qui ne vont pas nécessairement